Oh non, j'ai marché sur le Sika. On va marcher dans la tiny d'Agathe et Anton. Ah non, c'est mort. Forcément, pour moi, le choix du cœur, c'est de prendre des menuiseries d'occasion. C'est forcément une raison économique. Vous allez voir quand vous allez faire vos devis de menuiserie neuve que c'est tout de suite un très beau billet et que l'occasion, ça peut être vraiment super intéressant. L'autre intérêt, c'est forcément le choix du cœur pour moi, c'est de dire qu'à un moment, les ressources, faut arrêter de les exploiter et des fenêtres, il y en a plein qui traînent dans des greniers, dans des granges et forcément, je dirais qu'il faut autant que possible se tourner vers l'occasion. Ça va être quoi les contraintes de fenêtres d'occasion? C'est déjà son organisation de chantier, c'est-à-dire que à un moment, tu vas faire tes plans d'ossature et puis tu vas construire tes murs d'ossature. Pour ça, tu dois savoir quelle taille va faire ta fenêtre avant de construire et en fait le plus tôt possible quand pendant que tu fais tes plans tu vas devoir trouver tes fenêtres pour savoir quelle taille va faire ta fenêtre de récup pour ensuite dessiner ton plan en fonction de ça. Et ta fenêtre, elle a une influence sur l'intérieur. C'est pas juste je mets une fenêtre à cet endroit-là. En tiny, c'est tellement petit que ta fenêtre, elle va venir en fait en contact avec le bureau, avec le meuble, avec le machin. Donc la taille qu'elle va faire est assez importante à définir le plus tôt possible. Donc en termes d'organisation sur de l'occasion, il faut le plus tôt possible acheter ses fenêtres. Et pas juste les regarder sur le bon coin. Vraiment, si elle y est plus et que toi t'as dessiné avec cette taille-là, c'est con. L'autre inconvénient, c'est checker un peu dans quel état elles sont. Franchement, moi j'ai trouvé des trucs vraiment bien. Et après, l'autre point négatif entre guillemets de l'occasion, c'est que je trouve qu'il est assez difficile de trouver des fenêtres qui s'ouvrent à l'anglaise, donc vers l'extérieur, puisqu'en général en tiny c'est un peu ce qu'on veut pour exploiter le rebord de fenêtre comme une étagère en intérieur. Si la fenêtre s'ouvre à l'intérieur, on peut rien poser ou faut l'enlever à chaque fois qu'on ouvre la fenêtre, mais ça peut se trouver carrément. Voilà. Donc faut juste y prendre en avance quoi, si pour de la fenêtre d'occasion, pour éviter d'être en stress et tout ça. Il y a aussi la question, quel matériau utiliser pour ces menuiseries extérieures? Le bois, l'alu ou le PVC? Si on construit une tiny, en général, on est intéressé par l'aspect éco-responsable et on pourrait se dire que le bois est le plus intéressant. Mais la question peut se poser. Déjà, d'où vient le bois? Moi, sur toutes les menuiseries que j'ai vues au téléphone, le premier pain qu'ils proposaient, puisque moi je l'ai fait en pain, c'est du pain qui venait des pays du Nord. On peut aussi trouver du bois qui vient de Sibérie ou d'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, on a les dernières forêts primaires qui sont rasées par les mafias du bois. Sans t'en rendre compte, tu finances la déforestation et même la violence. Donc on peut se poser la question de quelle est l'éco-responsabilité du bois pour ça. Ensuite, comment est-il traité? Le problème c'est que le bois il n'est pas durable comme le PVC ou comme l'alu, donc il va être traité. Avec quoi? Avec une lasure, avec de la peinture. Enfin, tu vois, à un moment, quand tu as un truc garanti 10 ans, qu'est-ce qu'il y a dans la peinture, quoi? Et ça, ça finira forcément dans la nature à un moment ou à un autre. Et ensuite, qu'est-ce que le bois devient en fin de vie? Oui, le bois, il est soi-disant recyclable, alors, ou réutilisable, ou en tout cas compostable, sauf que il est verni ou lasuré ou peint, et que ça, il faut en faire quelque chose. On peut aussi se poser la question, dans la revalorisation de la fenêtre, pour que ce soit fait, ça veut dire qu'il faut séparer le cadre en bois, des éléments d'étanchéité, du vitrage. Et aujourd'hui, dans les filières de recyclage des menuiseries et des fenêtres, on ne sait pas vraiment quelle est la proportion des fenêtres qui sont vraiment recyclées parce que trop compliqué et trop coûteux de séparer tous les matériaux différents. L'aluminium, lui, l'avantage c'est qu'il sera plus léger et on le dit 100% recyclable. Alors moi j'ai horreur de cet argument parce que le recyclage c'est juste un pansement qui n'a rien d'écologique. Depuis quand fondre du métal à 1600 degrés c'est écologique? J'ai même eu un commercial des toitures en alu qui me disait oui non mais l'alu vu que c'est recyclable en fait il faudrait tout extraire. Et puis après on le réutilise en permanence. J'avais envie de pleurer. Donc on n'oublie pas du coup même l'extraction, quelle est la conséquence écologique de l'extraction de l'aluminium. Et puis comme pour le bois, ok c'est recyclable, mais en fait quelle est la proportion des menuiseries alu qui sont démontées pour être recyclées, puisqu'il faut séparer l'alu du vitrage, de l'étanchéité, etc. Et enfin, aussi bizarre que cela puisse paraître, peut-être que le PVC pourrait être les menuiseries les plus responsables. Certes les matières premières c'est de la merde, mais c'est durable, c'est facile à recycler et à entretenir. Je me suis vraiment posé la question de, à un moment, est-ce que c'est pas plus intéressant écologiquement de mettre du PVC? Et clairement, si demain il y a une boîte qui propose des fenêtres en PVC fait avec des plastiques pêchés en mer par exemple, pas avec des plastiques neufs, je pense que c'est ça que je prendrais. Même si pour le puriste du bois, ça fait mal à entendre. On n'oublie pas que la ressource la plus verte, c'est celle qu'on n'utilise pas. On a reçu les menuiseries, voilà la porte d'entrée. Ça c'est les menuiseries neuves qu'on a faites sur mesure. Je suis en train un peu de me casser la tête pour savoir comment je vais pouvoir les poser. Parce qu'il y a des petites particularités, mais je vous expliquerai ça après. Pour l'instant, je prépare le frein vapeur et le pare-pli au niveau de l'embrasure de la porte. Le frein vapeur va venir comme ça. Le pare-pli va venir comme ça par-dessus. Et en haut, du coup, ici, on a un trou. Donc ici, on va venir mettre une petite pièce avec des chutes de pare-pluie. 9,5, c'est la largeur de mon mur. Et après, j'ai fait 10 cm et 10 cm, ça sera plié là. J'ai mis la petite pièce en pare-pluie. Elle est dessous le frein vapeur du haut et le pare-pluie du haut. Parce que s'il y a une petite goutte, ça passe par-dessus. Et ensuite, elle est par-dessus, pare-pluie et frein vapeur des côtés. Parce que du coup, s'il y a une petite goutte, hop, ça passe par-dessus. Et avant, je me faisais chier avec une pièce qui passait un peu sur le côté et tout. Et en fait, je crois que juste une pièce comme ça, en L, est suffisant. Et puis après, on va finir l'étanchéité avec du scotch. En haut,
Donc là, j'ai mis ma petite languette, par-dessus passe par-dessus le frein vape, là. Et là, au sol, j'avoue que je sais pas trop comment faire. En gros, j'ai mon 3 plis d'épicéa qui me sert de sol. Ensuite, j'ai mon frein vapeur. Ensuite, dessous, j'ai ma fibre de bois et mon ossature. Mon 3 plis d'épicéa, j'avais fait une coupe comme ça dans l'ossature parce que au menuiserie on m'avait dit la porte se pose sur sol fini, je sais pas trop quoi, donc j'avais fait venir ça là. Là j'avais fait un petit rajout en frein vape, mais là je sais pas trop du tout comment faire en fait. Puis mon sol je peux plus le lever de toute façon parce qu'il est coincé avec la cloison et tout ça. Donc j'avoue que là je sais pas du tout comment il faudrait faire pour faire ça dans les règles de l'art. Je suis sur le mur, j'ai ma petite languette comme en haut, sauf qu'elle fait pas toute l'épaisseur du mur. Pourquoi? Parce que ma porte à l'intérieur, le seuil, il va rentrer à aller de 3, 4, 5, 6 cm à peu près. Donc j'aimerais bien que ça dépasse pas du seuil pour pas avoir à rajouter quelque chose en finition. La languette elle est dessous le frein vape et le pare-pluie du jambage là, parce que s'il y a une goutte d'eau, hop, ça passe par dessus. Ça là, ça remonte et ça passe par dessus. Là ce sera scotché. Pour faire l'étanchéité à l'air et à l'eau, on utilise du Compriband qu'on met tout autour de la fenêtre juste avant de la poser. Il faut y aller rapidement parce que c'est un truc qui s'expanse très vite et après c'est plus dur de rentrer la fenêtre. Surtout en été quand il fait chaud parce que ça s'expanse encore plus vite. Voilà ce que c'est le Compriband, c'est 15 mm de large pour 2 à 5 mm d'expansion. Et en fait là on voit déjà il est en train de s'expandre, c'est vraiment trop de la merde ce truc, c'est trop chiant. Donc il faut bien le réenrouler et bien le tirer pour qu'il reste bien comprimé. On est en train de poser les fenêtres et sur celle-là, on a un souci, elle rentre pas en hauteur. De là-bas jusque là, la cote est bonne, donc je crois que c'est mon ouverture qui est peut-être pas assez grande. Donc je pense qu'on va venir scier juste ce petit bout-là pour faire un bord plat en bas. On rentre le cadre dans son embrasure, j'avais enlevé les ouvrants pour qu'il soit plus manipulable. Et sur le cadre et sur le pare-pluie, je m'étais fait des petits repères pour savoir à quelle profondeur j'enfonçais le cadre dans mon mur. Parce que c'était important pour moi d'avoir une certaine distance en fait pour pouvoir ouvrir les ouvrants à presque 180 degrés, que ce ne soit pas gêné par le bardage. Là justement, j'ai un échantillon d'épaisseur de tasseau plus bardage pour voir où arrive mon cadre. Ensuite, on glisse des petites cales entre l'embrasure dans le mur et le cadre de fenêtre pour que de chaque côté il y ait le même jeu d'espace entre le mur et mon cadre. Je vérifie les diagonales pour être sûr que mon cadre a conservé son éclairage puisqu'il n'y a plus les ouvrants qui permettent de bien le maintenir. Et puis je visse mon cadre de fenêtre dans mon ossature avec des vis de 6 par 90. J'ai peut-être un peu blindé, c'était peut-être pas nécessaire de mettre des vis si grosses. Et je vérifie rapidement les niveaux pour être sûr qu'elles ne soient pas inclinées dans un sens ou dans un autre. Je mets le joint d'étanchéité sur le pourtour de mon cadre. Alors la petite astuce, c'est de tremper son doigt dans de l'eau savonneuse pour ensuite venir bien étaler son joint et du coup le joint ne colle pas au doigt. Et là, sous la porte d'entrée, je mets un espèce de gros appui en mélèze, un truc assez costaud parce que en fait mon seuil en alu, il déborde en extérieur et s'il était trop dans le vide, j'ai peur de le tordre à force de passer dessus. Donc là, au moins il repose sur un bon morceau de bois bien costaud, le mélèze ça tient en extérieur et surtout mon seuil, il dépasse de ma tiny et l'eau elle s'écoulera sur le bardage. Et je viens mettre les cadres en fait de finition entre guillemets qui vont être contre les dormants de mes menuiseries, contre lequel va venir buter mon bardage. C'est des cadres que j'avais préparés en amont, qui sont vissés perpendiculairement au tasseau qui est vissé sur l'ossature et sur lequel sera vissé le bardage. Parmi ces cadres, il y a les côtés, il y a le linteau qui est dessus la fenêtre, qui est fait avec une pente, une goutte d'eau pour que l'eau s'écoule sur le bardage, sur le linteau et par-dessus la fenêtre. Les menuiseries d'occasion demandent un petit travail supplémentaire par rapport aux menuiseries neuves qui est qu'il faut les laver, les poncer et puis ensuite les lasurer. Alors voilà le bas de fenêtre là sur lequel on va mettre l'appui que j'ai fait qui est là. Il y a l'appui de fenêtre qui allait pas pour ce que je voulais faire et l'épaisseur de bardage à traverser. Ça c'est tout fait sur la scie sur table. La fenêtre est là. Ça s'égoutte sur la fenêtre, ça tombe là, ça c'est en pente. Hop, ça c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau. L'eau va ici s'égoutter et ça passe par-dessus le bardage. La petite fente, là on la voit dessous, c'est pour les vis, pour que les têtes de vis, hop, soient bien plaquées et voilà. Donc ça sera vissé dans la fenêtre. Et la petite fente qui est là, c'est parce que cette partie, cette surface verticale là, va être en contact avec la fenêtre. Et là on va mettre toute une bande de joints en silicone. Donc ça fait une petite niche à joint. Il va venir se mettre dedans, sera bien plaqué. Il y aura bien un colleret de joint entre l'appui et la fenêtre.
plutôt que tout débougueuler sur les côtés. C'est une fenêtre de récup, ça veut dire qu'il fallait que j'ai la fenêtre avant de dessiner mes plans et de faire mon ossature. En termes de dimension dans mon ossature, j'avais mis 7 mm de plus à gauche, à droite et en haut. C'est un peu ce qu'on préconisait pour pouvoir faire entrer les fenêtres après. Pour commencer, cette menuiserie, je l'avais placée en fonction de l'intérieur, de l'extérieur, voir où est-ce que je voulais la mettre dans mon mur. Et finalement, je la mets plutôt vers l'extérieur, elle dépasse carrément de l'ossature pour gagner en tablette intérieure. Donc là j'ai bien mesuré mon épaisseur de tasseau et mon épaisseur de bardage et elle va carrément dépasser du bardage, ça fait qu'ici j'aurai pas de finition à faire de cadre autour. En haut là j'ai fait un système de petites cales que j'ai mesuré mes petites cales et j'ai vissé un bout de bois dedans et comme ça je peux bloquer la fenêtre, déjà elle n'a pas de risque de tomber. J'ai juste à la pousser contre la cale et je sais qu'elle est à la bonne distance dans mon mur. Comme elle dépasse en extérieur, elle va poser sur un larmier en métal qui va vraiment permettre de venir évacuer l'eau par-dessus le bardage. Et si il y a de l'eau qui s'infiltre là sur les côtés, cette eau s'évacuera avec le métal. Et sur le dessus, il y aura un larmier derrière le bardage qui va passer par-dessus la fenêtre. Si de l'eau s'écoule du bardage, tac, ça va tomber sur le larmier en métal et passer par-dessus la fenêtre. Ça là, c'est le larmier justement sur lequel la fenêtre va se reposer. C'est ce profilé là. J'ai tout mesuré sur place, je lui ai donné une petite pente de 4 degrés. Je pourrais difficilement mettre plus de hauteur. Ça veut dire qu'au début, mon larmier en métal sera 4 mm plus haut, il va arriver à la bas du mur, ras le mur. Et comme je lui ai fait des petites remontées sur les côtés, qui vont remonter sur le côté de la fenêtre, j'avais prévu 4 cm de remontée. Donc ça veut dire que j'ai commandé une pièce qui faisait cette distance, la trémie de la fenêtre, plus 4 cm, plus 4 cm. À la disqueuse, j'ai coupé ce dont j'avais pas besoin. Et je me suis fait un petit système sur l'établi pour pouvoir plier cette pièce-là proprement. Et donc ça remonte sur les côtés de la fenêtre, ça remonte derrière la fenêtre. Du coup, si y a de l'eau qui s'infiltrera, elle tombera sur un mur et elle partira avec la pente. Voilà, donc j'ai fait ça à la disqueuse et après j'ai mis un coup de peinture aux endroits que j'ai disqué pour éviter la rouille. J'ai mis en place le larmier en métal. Comme on avait vu là, j'ai fait remonter un peu les côtés. Je voulais avoir un petit retour, mais pas trop, parce qu'ici quand je vais avoir une finition, si ça dépasse trop, c'est-à-dire que je dois mettre une grosse finition. Donc là, c'est juste ce qu'il faut pour être caché par le jambage qui va venir habiller les côtés de la fenêtre. Là, j'ai le pli qui avait été fait en usine. Là, je vais mettre un petit peu de silicone pour étanchéifier cette partie-là. Cette mousse-là, noire, c'est une compribande. C'est une bande de mousse qui va s'expanser. Et ça, c'est une pour 2,5 mm. En fait, ça s'étend très vite et du coup, si le trou que tu as fait et tout juste par rapport à ta fenêtre, c'est trop chiant de faire entrer la fenêtre avec. La petite mousse, elle est en haut du larmier, c'est-à-dire que cette partie est plus haute que celle-là et du coup ça permet d'avoir la pente.